Place au parti pris. Pascal et Antoine, vous restez autour de la table. Abnous Chalmani nous rejoint pour son parti pris international. Et c'est vous qui commencez, Antoine. Le Charles de Gaulle, quel symbole! Le Charles de Gaulle en mouvement. Et regardez ces images exclusives que nous découvrons avec vous. Les images du Charles de Gaulle en train de franchir le canal de Suez. Voici les premières images. Donc le Charles de Gaulle, il était en Méditerranée, pas très loin de Chypre. Il s'est mis en mouvement vers la mer Rouge pour se rapprocher du détroit d'Ormuz, donc en traversant ce vieux canal de Suez construit il y a un peu plus d'un siècle et demi et qui le mène donc vers le Yémen. Il ne doit pas être loin du Yémen en ce moment même. Et puis il va contourner le Yémen, stopper pas très loin pour rester à l'écart pour l'instant du détroit d'Ormuz et être le vecteur d'une proposition française d'accélération d'un possible préaccord. Il ne s'agit pas de parler d'accord, mais un préaccord entre l'Iran et les États-Unis pour pouvoir tenter de sécuriser le détroit d'Ormuz. Alors, vous vous emparez du sujet, Antoine, et vous dites la France joue sa carte. Oui, elle joue sa carte. Oui, absolument. Vous parliez tout à l'heure, David, de l'entretien qu'a eu le président de la République Macron avec le président iranien Pezeshkian. Et on voit que Emmanuel Macron avance ses pions avec, en l'occurrence, le fleuron de la marine française. Quel est le signal politique envoyé? C'est la question que je voulais me poser ce soir. Eh bien, tout simplement que le chef des armées et, à travers lui, la France, est prête à jouer son rôle, c'est-à-dire sécuriser le détroit d'Ormuz pour y garantir la liberté de circulation. Alors, bien sûr, pas par la force, il faut le rappeler. Pas par un passage en force. Et bien sûr, comme force d'intermédiation, comme puissance d'équilibre, une fois qu'il y aura eu une voie de négociation entre les États-Unis et l'Iran. Mais Emmanuel Macron joue ce rôle-là. Et il le joue aussi au nom des Européens, ou plutôt à la pointe d'une coalition de 40 pays, dont la France et le Royaume-Uni sont les moteurs. Quel est le message, là encore? Eh bien, de dire que la volonté des Iraniens, du régime iranien, d'imposer un droit de douane sur le détroit d'Ormuz ne pourra jamais être accepté par les Occidentaux, quelles que soient les divisions entre eux. Il y a un consensus sur ce bien précieux qu'est la liberté de circulation entre eux. Alors on se dit qu'il y a une chance infime. Évidemment. Que ça marche. Évidemment, comme toujours avec ce type d'initiative. Mais le fait déjà que la France n'y aille pas seule est un premier signal. Le point ensuite est que Emmanuel Macron se place toujours dans la position qui a été la sienne depuis le début. Pas de co-belligérance, mais ce que je vous disais, une puissance d'équilibre. Et puis surtout, cette annonce, elle intervient quand même à un moment où il y a un bateau de l'armateur français CMA-CGM qui a été frappé. Alors certes, la porte-parole du gouvernement Maud Bréjon nous dit que ce n'est pas la France qui a été visée à travers ce bateau, que les marins à bord étaient de nationalité philippine, certes. Mais enfin, ça a du sens de prendre ce genre d'initiative dans un climat d'extrême tension, non pas pour contribuer à l'escalade bien évidemment, mais au contraire pour faire baisser le niveau de tension et offrir un potentiel débouché. Alors évidemment, rapidement, la décision du chef de l'État, elle a fait l'objet d'une controverse, d'une tournure très politique. Regardez par exemple ce qu'en a dit Jean-Luc Mélenchon. Il s'est saisi via Twitter, son réseau préféré. Macron envoie le Charles de Gaulle, une gesticulation. Il faut plutôt forcer les Américains à quitter le détroit d'Ormuz. Ben oui, effectivement. Plier le bras de Donald Trump, c'est assez facile. Beaucoup y sont arrivés. Voilà. Bon, après, c'est le charme de l'opposition, que de pouvoir à tout moment se faire le commentateur des décisions du chef de l'État. Sont-elles opportunes ou pas, utiles ou pas? Mais qu'est-ce que Jean-Luc Mélenchon appelle véritablement une gesticulation? Parce que juste, je veux pas montrer les muscles, mais on parle du Charles de Gaulle avec des rafales à bord, de tout le groupe aéronaval évidemment qui l'entoure comme d'habitude, d'une frégate multimission et d'un bâtiment ravitailleur de force. Alors si ça s'appelle faire des ronds dans l'eau et des gesticulations, moi honnêtement, je ne comprends plus. Alors la vérité c'est qu'en fait, Emmanuel Macron, il se positionne dans le détroit d'Ormuz parce qu'il a compris une chose simple. C'est que nous sommes tous dans le même bateau. Nous n'avons pas choisi d'y monter, nous n'avons même pas été informés de la décision américaine d'intervenir en Iran, mais force est de constater que nous sommes dans le même bateau. Alors oui, Emmanuel Macron, c'est vrai, profite de cette séquence internationale pour reprendre un peu d'oxygène à un an de la fin de son mandat, et ça a de quoi rendre un peu dingue les oppositions. Elles enragent de voir jusqu'au bout le chef des armées jouir
des attributs liés à sa fonction. Mais sur ce point au moins, je ne dirais pas la même chose sur l'économie, sur le régalien, mais sur ce point de l'international, on peut reconnaître à Emmanuel Macron le mérite de la constance. Il suffit pour s'en rendre compte, de réécouter ce qu'il a dit sur la base de l'île Longue, c'était le 2 mars dernier. Pour être libre donc, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Cette augmentation de notre arsenal en témoigne. Voilà, Emmanuel Macron prouve simplement qu'il ne s'est pas payé de mots. C'est l'application concrète en fait de sa doctrine, ce qui est en train de se passer. Et encore une fois, pas pour être un facteur d'escalade, la France avance simplement d'une case et permet aux armateurs, aux assureurs également, d'être sécurisés dans l'hypothèse où la circulation dans le détroit d'Ormuz serait possible. Alors, pour en finir, je sais bien que tout est prétexte à des polémiques politiciennes constamment et que les démonstrations de force d'Emmanuel Macron aux côtés des militaires en agacent plus d'un. Don't act, why not? Mais simplement, le porte-avions Charles de Gaulle, comme d'ailleurs le France Libre, qui lui succédera en 2038, c'est des morceaux de fierté nationale. C'est peut-être le plus petit dénominateur commun qui devrait nous rester. Et je voulais, pour s'en rappeler, peut-être le rappeler également à Jean-Luc Mélenchon et d'autres, finir simplement sur cette Marseillaise que Emmanuel Macron a entonnée aux côtés des militaires à bord du Charles de Gaulle. Un vibrant appel à la nation d'Antoine Oberhof. Non, mais c'est sûr que toujours début mars. Je me fais avoir à chaque fois par la Marseillaise, donc là je serais tentée de dire bon d'accord, mais non, faites pas d'accord. Moi, l'attitude sur la scène internationale d'Emmanuel Macron, mais depuis l'Ukraine, où pendant des mois a été le dernier à dire mais si je parle à Poutine, et pour finalement devenir le meilleur ami de Zelensky et d'autant plus sur l'Iran, il est entre, vous savez, les trois singes qui se bouche les yeux, les oreilles et qui refuse de voir, d'entendre et de dire, et la chanson Tout va très bien, Madame la Marquise. Parce que concrètement, l'attentat qui a eu raté, avorté heureusement contre la Bank of America à Paris, le fait que la France est un terrain de jeu morbide pour l'influence des gardiens de la Révolution et de l'idéologie islamiste iranienne. Le fait que là, c'est quand même un bateau français qui quand même a été, et en plus appartenant à des amis de Macron, a été attaqué. Emmanuel Macron, mais pas du tout, c'était pas nous, c'est tombé là, mais ça aurait pu tomber à côté. Pavillon Malte. Non mais pavillon Malte, d'accord, mais enfin, là on aurait pu un petit peu là justement montrer les muscles et ensuite envoyer juste après cet événement-là le Charles de Gaulle, alors qu'on a mis des soldats français qui sont morts au Liban, et c'est pas à cause, des Américains et des Israéliens, c'est du fait de ce que la République islamique, depuis 47 ans, fait subir à cette région avec ses proxys. Et donc, on a des soldats français qui meurent, on a des attaques contre des navires français, même s'ils arborent à notre pavillon, et nous, la seule chose, c'est qu'on est capable, peut-être de montrer des muscles, mais seulement à Paris, bien au chaud, et on envoie le Charles de Gaulle, mais c'est juste pour être à la pointe de ce que pourrait peut-être un jour être l'Europe, parce qu'on n'a même pas été capable de les convaincre d'y aller vraiment, et à l'idée américain. Voilà, colère. Si nous nous étions montrés plus bravaches, plus belliqueux peut-être, est-ce que nous aurions eu la force d'entraînement suffisante pour embarquer avec nous et c'est bien le problème. Les Britanniques donc, et 40 mais c'est bien le problème, parce qu'on n'a pas les moyens de nos ambitions, et ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir, et même si c'était le but, on n'y est pas, et ça c'est dramatique. Pascal, votre parti pris économique, Amazon, tiens les Américains, Amazon annonce un investissement massif et des milliers d'emplois en France, et on se demande si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, et vous dites, si je comprends bien, un peu des deux à la fois. Oui, mais je pense que c'est quand même globalement plutôt une bonne nouvelle. Ça fait 15 milliards d'euros d'investissement sur 3 ans, c'est 7000 emplois nouveaux créés qui viennent s'ajouter aux 25 000 qui existent déjà. C'est 4 nouveaux centres de distribution qui vont être installés dans le département de l'Eure-et-Loir, dans l'Oise, dans le Rhône et dans le Haut-Rhin.
qui est en bas en réalité sur la carte, dans des territoires qui sont plutôt des territoires ruraux. Et c'est important de le dire parce que ce sont des territoires qui souvent sont pour partie agricole, l'Eure-et-Loire, l'Oise. Alors le Haut-Rhin, il y a une activité industrielle aussi, comme le Rhône. Mais quand on rentre dans le détail du département, on s'aperçoit que l'installation se fait plutôt à des endroits où le mètre carré ne coûte pas très cher et qui sont plutôt ruraux. Pourquoi, en réalité? Avec 3 objectifs. 1, et c'est lié à ce que je viens d'évoquer, la rapidité. La rapidité de livraison, des livraisons beaucoup plus rapides qui vont permettre de concurrencer notamment les plateformes chinoises. L'offre, c'est un assortiment qui sera un peu plus élargi, et puis des politiques de prix qui seront mieux disantes, des prix qui seront probablement un peu inférieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est une offensive et pourquoi est-ce qu'il y a une telle offensive? D'abord parce que Amazon, qui a été un pure player, le premier sur ce marché de la distribution numérique, pure player, ça veut dire on vend uniquement en ligne. C'est ça, c'est sans magasin physique. C'est une concurrence qui s'est ouverte. C'était le premier, mais il y a aujourd'hui une concurrence notamment des plateformes chinoises, et une concurrence qui n'est pas toujours d'ailleurs extrêmement sincère, qui vient interroger la logique des acteurs les plus anciens du marché, dont Amazon. Il faut répondre donc à cette concurrence, et puis en même temps démontrer aussi son insertion dans la société. Et c'est en cela que je pense que c'est plutôt une assez bonne nouvelle. C'est une entreprise qui paye des impôts. C'est une entreprise qui ouvre des entrepôts. Alors vous allez me dire, certes, c'est pas de l'industrie pure et dure, mais enfin, on va quand même pas compter sur les Américains pour relancer le secteur de l'industrie. On doit le faire nous-mêmes. Mais ça n'enlève pas des emplois au petit commerce. Alors, je vais y venir au petit commerce parce que moi, je pense que le petit commerce, en réalité, continue de se développer en France, peut-être parce qu'il s'est digitalisé. Donc, on ouvre de nouveaux centres, on investit, on crée des emplois dans des territoires où le chômage est relativement élevé, on s'acquitte de l'impôt, 2,5 milliards d'euros d'impôts, dont 900 millions d'euros d'impôts directs, l'impôt sur les sociétés, les cotisations sociales patronales, parce que on paye le modèle social français, des impôts locaux. Et puis, il y a un dernier argument qui est un argument décisif pour moi. Vous savez qu'il y a l'offre Amazon, et puis, il y a ce qu'on appelle la place de marché. La place de marché, elle est ouverte aujourd'hui aux industriels français. De petites entreprises, parfois très petites, qui, grâce à la place de marché, peuvent avoir un... Qu'est-ce que vous appelez accès, la place de marché? La place de marché, c'est le marketplace en anglais, c'est vous pouvez choisir de passer par Amazon pour distribuer votre production et avoir accès aux consommateurs. Alors, vous pouvez le faire au terme du référencement naturel, vous pouvez le faire aussi en achetant un petit peu de publicité. Ça substitue d'ailleurs les coûts du fonds de commerce, en substance, là, et ça vous permet d'être visible sur les pages Amazon qui sont visitées par des millions et des millions de consommateurs. Donc, pour ces entreprises françaises, c'est quand même un accès à un marché beaucoup plus large qui les sort de leur zone naturelle de chalandise. Alors, je vous le disais, c'est pas un industriel, c'est vrai, et vous posiez tout à l'heure une question qui est de savoir si c'est grave pour le commerce. Bon, moi d'abord, je constate que la France est un pays de boutiquiers. Tous ceux qui aiment Émile Zola ont lu Au bonheur des dames. C'est la France qui a inventé le grand commerce, en réalité. Le bon marché, la Samaritaine, et qui maîtrise la technique du contact avec le client. Deuxième élément, les points de vente sont aujourd'hui digitalisés. Ils offrent une double expérience numérique et l'expérience du contrôle, du contact direct avec le consommateur. La France n'a pas inventé les pure players, mais elle a inventé ce commerce qui est bicanal en réalité. Puis nous avons en France un leader mondial de la digitalisation des points de vente qui est coté au SBF 120. Ça fait partie des entreprises qu'on n'évoque pas. Moi, je dis bravo et cocorico. Pionnier de l'étiquette intelligente, c'est la société Vusion qui est le fournisseur de Walmart aux États-Unis, qui est le fournisseur de Carrefour, de Fnac Darty, et qui a permis à ces points de vente de se digitaliser et de trouver leur place et une place complète aux côtés de ceux qu'on appelle les pure players. Donc, qu'on ait les deux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Amnouz, votre parti pris international, la priorité nationale fait irruption en Espagne à l'occasion des alliances régionales entre la droite et l'extrême droite, Vox, dans plusieurs régions donc. Mais oui, l'union des droites est de toute évidence en train de s'effectuer en Espagne en passant par les régions. En attendant, c'est les élections générales, ça va être en août 2027 a priori. Et c'est vraiment tout le paysage politique qui est en train d'être bouleversé. Et
en 2024, il y avait eu rupture entre Vox, vous savez, ce parti donc national populiste de droite à la tête duquel vous retrouvez Santiago Abascal, 50 ans, qui a été militant et député du Parti populaire entre 94 et 2013 avant de fonder Vox, et le Parti populaire qui est le parti de droite traditionnel. Eh bien, en 2024, rupture parce que le PP n'était pour Abascal pas assez trop tiède sur l'immigration, et je rappelle, s'il est anti-féministe, climato-sceptique, il pense que c'est une vaste supercherie, c'est qu'il pense que les féministes sont toutes des nazis, il est pour donc la priorité nationale pour les Espagnols, il est contre l'enseignement de l'islam et contre les parlements régionaux. Donc vraiment, il coche toutes les cases du national populiste. Mais en 2026, tout change. En Castille et Léon, un accord a été conclu entre PP et Vox le 13 et 14 avril dernier. C'est le premier partenariat entre les deux partis depuis leur rupture en 2024. Le PP a obtenu la présidence de l'Assemblée régionale, tandis que Vox a décroché sa première vice-présidence. C'est pas rien. Encore plus impressionnant, c'est en Extremadure, région de l'ouest de l'Espagne, qui était historiquement un fief socialiste. C'est une coalition. Là, c'est pas juste une petite négociation qui s'est formée entre PP et Vox. Et le 22 avril dernier, il a permis la réélection de Maria Guardiola, tandis qu'un membre de Vox devenait vice-président, là encore, plus un autre conseiller régional. Et 2 mois encore avant l'Extremadure, c'était les élections anticipées d'Aragon, mais qui avait été provoqué par Vox, qui s'était retiré et qui avait refusé de voter le budget. Le Donc PP, c'est l'alliance des droites, comme on dirait. Ah non, mais ça ressemble à ça. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que là, dans l'Aragon, le PP est arrivé en tête, mais dans une position très dépendante de Vox, qui a doublé sa représentation de 7 à 14 sièges, 18% des voix. Et donc, le président, c'est Jorge Ascon, qui a été réélu. Bel effort, Amnous. C'est pas mal, c'est nul. C'est une catastrophe. Okay. Non. Si, la rote, Ça va, c'est nul. Très bien. Oh, j'essaye. Les socialistes, eux, ont réalisé leur plus mauvais score depuis 40 ans dans la région. Et ça aussi, ça dit quelque chose. Alors, Pedro Sánchez a qualifié l'accord en Extremadure et même ailleurs, je cite, de coup de pied à la Constitution, estimant qu'il a introduit des principes discriminatoires dans la délivrance des services publics. Réponse de Santiago Abascal à Pedro Sánchez, le Premier ministre. La prioridad nacional absoluta es librarnos de Pedro Sánchez y poner a los españoles en primer lugar en España, porque es de sentido común, porque es de justicia y porque es algo que no teníamos ni siquiera que estar discutiendo. Bon, en gros, pour faire simple, Pedro Sánchez, vous savez, il se drape de ce manteau de vertu internationale, anti-Trump, anti-guerre, parce que la guerre c'est mal. Non, parce que pour moi c'est super. Ah bon, il est là, machin, mais alors l'intérieur, crise de logement hallucinant, dette, corruption, jusque dans son intimité. Il vit sur la dette. Je vous renvoie au papier. L'Espagne connaît quand même aussi de belles années de croissance. Ouais, mais en vivant sur la dette, je vous renvoie au superbe papier de Nicolas Bavrez dans Le Point, qui était intitulé Pedro Sánchez, une bombe à retardement, où il parle de la dette déguisée, de la corruption, de l'immigration de masse, des erreurs stratégiques. Et est-ce que cette bombe, c'est aussi le fossé qui se creuse entre le récit de Sánchez, qui est certainement le meilleur communicant d'Europe, et la réalité des Espagnols, qui eux votent de plus en plus à droite, région par région, scrutin par scrutin. Et c'est peut-être ça, c'est qu'à chaque fois qu'on est un excellent communicant, eh bien, on perd peut-être contact avec la réalité. Et la réalité, c'est qu'il gouverne un pays où la défiance s'accumule comme la dette. Merci. Si vous enlevez Sanchez aux socialistes européens, il ne le restera pas grand monde. Exactement. Et Vox au Parlement européen siège avec le RN ? Je vous ai posé une colle, on va regarder. Je ne sais plus s'ils sont avec le RN ou avec les Allemands. Ça m'échappe aussi, j'avoue. Ouais, moi aussi. On se renseignera. Merci. Non, à vous avec trois. Marine Le Pen, c'est sûr, parce qu'elle y était à leur meeting, avec les Hongrois et Marine Le Pen. Merci à vous trois pour ces partis pris.